Samedi prochain, le 13 septembre, à partir de 15h30, tu vas dédicacer tes ouvrages à la librairie française, notamment Illuminati de l'industrie rock à Walt Disney, Les arcanes du satanisme, qui est un best-seller, et Karl Lueger, le maire rebelle de la Vienne impériale. Alors tout d'abord, concernant le premier ouvrage, est-il vrai qu'il a fait l'objet d'une perquisition chez le traducteur? Oui, enfin, quand il est paru en Italie, donc, le traducteur c'est Paolo Baroni, qui est le directeur du centre San Giorgio. 3 jours après la parution du livre, effectivement, il a été perquisitionné et les exemplaires qu'il avait ont disparu dans les malles de la police. D'accord. La police italienne. Ouais. Est-ce que tu peux nous définir ce que sont les Illuminati? Le terme Illuminati, c'est un terme latin qui désigne les Illuminés de Bavière, qui ont été créés le 1er mai, comme par hasard, le 1er mai 1776. Le chef des Illuminati, en apparence, c'est Weishaupt, mais qui est subventionné par Rothschild, un nom que l'on trouve encore à l'heure actuelle. C'est une dynastie qui n'a pas disparu. Le but des Illuminati, donc, c'est l'avènement de l'Antéchrist. Hein, c'est purement démoniaque, comme on le voit aussi dans l'écrit de Weishaupt en 1770, le Testament de Satan, où il explique très clairement que le dieu de la franc-maçonnerie, c'est Lucifer, ce que confirmera 100 ans après Pike en 1871 dans Morals and Dogma. Donc pour arriver à l'avènement de l'Antéchrist, hein, ce que prévoient les Illuminati, c'est le renversement du trône et de l'autel, en France tout d'abord, en Europe et dans le monde entier. Donc c'est une révolution contre Dieu. Et ces plans ont été connus tout simplement parce que en 1785 précisément, le 10 juillet 1785, un prêtre défroqué, le père Lang, transportait des documents des Illuminati, des plans, donc, où il était question de la Révolution en France. Il a été foudroyé, il est mort, et la police bavaroise s'est emparée des documents, et à partir de là, les plans des Illuminati ont été découverts. Il y a eu aussi une perquisition à la suite de cela qui a été menée qui a été ordonnée par le prince de Bavière en 1785 toujours, notamment chez l'avocat de Weishaupt qui s'appelle von Zwack, où on a découvert donc des formules sataniques, etc., etc., et aussi des plans, des codes secrets, des liens avec d'autres princes qui servaient effectivement cette cause supramaçonnique. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que les Illuminati existent encore? Il y a tout lieu de le penser, hein, puisque on remarque que cette secte supramaçonnique génère, je dirais, toujours les mêmes noms. Hein, on retrouve les Rothschild, mais les plans qui étaient ceux de Weishaupt, c'est-à-dire entre autres la destruction des nations, la destruction de la famille, on voit que ce sont des plans et des dynasties qui existent encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ces noms et ces plans n'ont absolument pas disparu. On remarque aussi que Weishaupt parle déjà d'une gouvernance supranationale. Et l'ONU, effectivement, représente tout à fait cela, puisque nous constatons qu'en 1922 a été créé, le terme est très clair, la Lucifer Trust par la sœur maçonne Elena Blavatsky. Et 10 ans après, donc 1922, en 1932, est créé le mouvement, on peut dire, de la bonne volonté mondiale, qui siège effectivement jusqu'à aujourd'hui au sein de l'ONU. C'est une filiale de la Lucifer Trust qui a pris le nom quelque temps après de Lucy Trust pour plus de discrétion, mais le but avéré de la Lucifer Trust, c'est la destruction de l'humanité. Donc on voit que les plans des Illuminati, les noms qui effectivement étaient ceux des Illuminati déjà au XVIIIe siècle, ces noms, ces plans n'ont absolument pas changé.
Très bien. Alors, est-ce que l'on peut parler selon toi d'un complot, et si oui, comment le démontrer? Déjà, il ne faut pas se fier à ce que peuvent effectivement dire à l'heure actuelle les journalistes, puisque eux, ils travaillent, enfin, ils savent très bien par qui ils sont rémunérés, donc ils savent très bien à qui ils doivent leur salaire, donc ils ne vont absolument pas étayer l'argumentation du complot. Mais il faut être très clair là-dessus. Il suffit de prendre quelques citations d'hommes politiques qui ont une dimension internationale pour se rendre compte très clairement, effectivement, qu'à un certain moment de leur vie, ces gens qui font la politique mondiale ont parlé de complot. Des citations, il y en a plein. Il y en a plus de 50, voire plus de 100. Mais j'en cite 3, si tu veux bien. Donc j'ai Benjamin Disraeli dans Cunning by of the New Generation à Londres. Donc, en 1844, il écrit « Le monde est gouverné par des personnages qui sont très différents de ce que s'imaginent ceux qui ne sont pas dans les coulisses. » Le général russe Léonid Ivachov, dans une interview qu'il donnait à Target du 24 février 2010, il écrit « Nous faisons face à la montée sur la scène mondiale d'un nouveau pouvoir géopolitique supranational. Ce pouvoir géopolitique se compose des plus riches familles de cette planète. Avec les multinationales les plus puissantes, elles dirigent et contrôlent tous les pays et toutes les coalitions. Le véritable objectif de ce groupe élitiste est le contrôle total de la planète. » Et je prends aussi, en dernière citation, John Fitzgerald Kennedy, au cours d'une conférence à l'hôtel Waldorf Astoria de New York, le 27 avril 1961. Il dit « Nous sommes confrontés dans le monde entier à une conspiration monolithique et impitoyable qui compte principalement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence par l'infiltration plutôt que l'invasion, la subversion plutôt que les élections et l'intimidation au lieu du libre arbitre. C'est un moyen qui nécessite énormément de ressources humaines et matérielles dans la construction d'une machine étroitement soudée et d'une efficacité remarquable. Elle combine des opérations militaires, diplomatiques. Ces ramifications sont occultées et non publiées. Ces erreurs sont enterrées et ne font pas les gros titres. On fait taire ces dissidents, on ne les glorifie pas, aucune dépense n'est mise en question, aucune rumeur n'est imprimée, aucun secret n'est révélé. J'aurais pu aussi citer le livre qui s'appelle Memoirs de Laurence Rockefeller, où il parle très clairement que sa famille appartient à un complot et qu'il est particulièrement fier effectivement du jeu de sa famille dans ce complot. C'est très clair. Ton livre affirme l'existence d'une élite satanique. Est-ce que tu as des exemples pour illustrer cette affirmation? Le meilleur exemple que j'ai, d'ailleurs ça fait l'objet d'un article qui est sur Internet, c'est celui de Benjamin Franklin, qui n'est pas du tout connu, enfin l'exemple, qui n'est pas du tout connu en France. Benjamin Franklin donc a écrit la Constitution américaine. Et en 1998, au 36 Craven Street à Londres, on a découvert donc dans la maison qu'il occupait dans les années 1770 le cadavre donc de plusieurs enfants. Et le Time donc et le Sunday Times, London Times aussi a parlé de ce cas qui n'est pas du tout anodin, puisque en plus d'être le rédacteur, on va dire, de la Constitution de la plus grande démocratie du monde, Benjamin Franklin adhérait aussi au Hellfire Club, qui était un club véritablement satanique qui se réunissait dans des, on va dire, des souterrains à Londres, et qui était aussi un club élitiste. Donc on voit encore une fois que la pédophilie ou le pédosatanisme a des racines qui sont très lointaines. Ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est qu'il y a une députée de Londres qui s'appelle Hunter Jones, oui, qui a essayé en quelque sorte de réhabiliter Benjamin Franklin en expliquant qu'il partageait cette maison avec un médecin, et que lorsque
Benjamin Franklin donc, partait aux États-Unis, ce médecin pouvait aussi faire des recherches sur des cadavres, ce qui pourrait expliquer la présence de squelettes d'enfants, on va dire, dans les souterrains donc, de sa maison. Mais pour un sataniste, voilà, c'est très étrange. Et Benjamin Franklin, effectivement, a pignon sur rue, je dirais, puisque il est aussi représenté sur le billet de 100 $. Donc c'est un des exemples. On retrouve aussi le grand mage sataniste, Aleister Crowley, qui dans Confession en 1900 écrit qu'il est franc-maçon. Effectivement, c'est un franc-maçon du 33e degré. Et il sacrifie entre 1912 et 1928 150 enfants par an. Ça, c'est ce qu'il écrit dans le chapitre 12 d'un de ses livres qui s'appelle Magic. Je l'ai marqué, je vais le dire. Magic in Theory and Practice, chapitre 12, où il fait mention entre 1912 et 1928 du sacrifice de 150 enfants par an. Et effectivement, il appartient à la franc-maçonnerie. Donc c'est tout à fait curieux, encore une fois, quand on fait un parallèle avec ce que l'on voit dans notre société à l'heure actuelle, hein, le pédosatanisme, où il ne semble pas que ce crime-là soit condamné, et pour cause. D'accord. Alors quels sont les éléments qui te permettent d'affirmer dans ton livre que la grande production musicale et les dessins animés sont entre les mains d'Illuminati? Oh ben, Walt Disney fait l'apologie. Déjà, Walt Disney, encore une fois, est un franc-maçon du 32e degré. Il fait l'apologie du satanisme, du cannibalisme aussi dans certains de ses dessins animés. Il avait même dit que le cannibalisme était l'accomplissement de l'homme. Tout ça, je le mentionne dans mon livre sur les Illuminati. Il est aussi avec d'autres sociétés hein, qui ne portent pas le nom de Walt Disney, mais dont il était le responsable. Il est le plus grand producteur au monde de films pornographiques. Donc quand on voit son activité, les accointances qu'il avait avec le monde politique, avec la franc-maçonnerie et avec ses mœurs, il est tout à fait normal, par exemple, qu'un des spécialistes du satanisme dans le monde, qui s'appelle Fritz Springmeier, hein, ancien officier de l'armée américaine, le classe dans on va dire, dans l'élite satanique de ce monde. Il faut savoir, hein, c'est ce qu'écrit Springmeier, que le satanisme est la religion la plus secrète au monde. Donc, on ne peut pas s'attendre comme ça à voir des noms surgir effectivement par rapport à des revendications de cette religion entre guillemets, mais quand on regarde les mœurs, les appartenances à la franc-maçonnerie, on peut se poser la question effectivement très clairement pour certains noms, certaines dynasties, est-ce qu'elles ne font pas partie effectivement de l'élite satanique. Et comme le dit aussi Bill Schnabelen, qui appartenait à l'église de Satan et qui s'est converti dans le christianisme, il expliquait que pour adhérer au satanisme, il fallait systématiquement passer par la franc-maçonnerie. Donc on voit encore une fois que c'est une religion, entre guillemets, une religion hein, qui est élitiste, extrêmement secrète. Et encore une fois, quand on regarde la société à l'heure actuelle, avec tous les problèmes qui a affaire aux histoires de mœurs, de crimes hein, sur les enfants, on comprend tout à fait que cette société est dirigée par des gens qui n'ont rien, mais vraiment rien, de très catholique. Tu fais référence au Tavistock Institute. De quoi s'agit-il? Le Tavistock Institute, comme son nom l'indique, c'est un institut qui a mis sur le devant de la scène donc, des grands groupes musicaux, le plus connu étant les Beatles, pour promouvoir une culture, encore une fois, une culture satanique, culture de la drogue, pour changer, on va dire, le mode de vie, le mode de pensée de toute une population. Le Tavistock Institute a été fondé par, entre autres, le MI6, la CIA, donc les services secrets britanniques, américains, et par Warburg, le grand financier, également Illuminati, hein, bien sûr. Donc Warburg a fondé le Tavistock Institute
pour promouvoir la culture de la drogue, et pour ce faire, donc, il a également financé les laboratoires Sandoz pour la production du LSD. Donc on voit là une imbrication du monde de la drogue, de la musique, du contrôle mental, pour une société antichrétienne. Bien. Alors, à l'heure actuelle, quels sont selon toi les signes de l'établissement du nouvel ordre mondial? Je dirais, pour être très franc et très direct, très brut de décoffrage, que par exemple aux États-Unis, il y a des camps de concentration qui existent pour y parquer les gens le moment venu, lorsque effectivement on arrivera au nouvel ordre mondial. Il y a, c'est Alex Jones qui parle de plus de 100, voire plus de 200 camps avec des cercueils 3 places. Voilà, et pour l'instant, donc, c'est au coin de forêt avec des systèmes d'acheminement tout à fait discrets. Il y a aussi l'écrivain néerlandais Robin de Ruyter qui écrit dans un livre qui s'appelle Transition, qu'aux Pays-Bas, il y a 13 fours crématoires pour les ordures, et que 2 fours serviraient amplement pour brûler les déchets des Pays-Bas, et donc il pose la question de pourquoi 13 fours pour la crémation des ordures. Donc là c'est un cas qui concerne la Hollande et voire peut-être même plus l'Europe, puisque il peut y avoir là aussi des plans pour faire disparaître on va dire les cadavres de personnes qui seraient dérangeantes. Et ça va tout à fait dans le sens aussi des Pierre d'Elberton, qui parle donc en Géorgie, aux États-Unis, d'une réduction de la population à 500 millions d'habitants. Pourquoi 500 millions? Tout simplement parce que il est tout à fait difficile donc de contrôler, on va dire 7, 8, 9 milliards d'habitants sur Terre. Et donc 500 millions, c'est tout à fait un chiffre restreint intéressant pour aussi garder une main-d'œuvre suffisante pour on va dire pour des travaux tout à fait d'extraction par exemple des minéraux ou autres, une population d'esclaves. Donc ce sont des exemples qui permettent effectivement de penser à l'établissement du nouvel ordre mondial. Et ensuite, ça va tout à fait dans le sens de ce dont on parlait au début avec la Lucifer Trust de la sœur maçonne Elena Blavatsky, qui parle d'une... ça fait partie effectivement, c'est tout à fait ouvert, hein, je dirais, des fondements donc, de la théosophie et du Lucifer Trust, de la destruction donc, de l'humanité. Donc tout ça, ça se recoupe. Pour l'instant, on ne le voit pas, je dirais, parce que la presse ne l'explique pas, mais il y a des signes qui sont extrêmement clairs et qui montrent que on va vers une dictature mondiale extrêmement dure. Oui. D'accord. Alors, pour évoquer un petit peu ton second livre, qui nous mène très loin de ce monde d'Illuminati que tu décris, hein, je parle donc de Carl Lueger. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui était Carl Lueger, celui que l'on appelait l'avocat des pauvres? Alors Carl Lueger est décédé en 1910, c'est le maire le plus populaire de Vienne et le plus haï, alors le plus populaire jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 100 ans après sa mort, et le plus haï, paradoxalement, de la classe politique autrichienne. C'était un maire anti-corruption qui n'était... je le dis sans sourire, mais qui n'était, puisque à l'heure actuelle il faut préciser les choses, qui n'était ni franc-maçon, ni sataniste, ni pédophile. On a débaptisé la seule artère à Vienne qui portait son nom, Luegersring. Donc c'est dire hein, effectivement que cet homme gêne, et pour cause, quand il est arrivé... lorsqu'il a été élu maire en 1897, après 5 refus de l'empereur François-Joseph, qui était influencé, faut-il le dire, par une certaine population et surtout par les Rothschild, qui menaçaient de mettre tous leurs capitaux en Hongrie, et qui avaient aussi fait chuter sur les places boursières européennes
les actions donc, de grandes sociétés autrichiennes. En tout cas, l'empereur refusait à 5 reprises, le peuple insistant tellement et réalisant à chaque fois et avec une plus grande majorité Karl Lueger en 1897. Donc Karl Lueger est maire, ça sera le cas jusqu'en 1910, et il refuse, donc une des premières décisions qu'il prend, c'est de réduire de moitié son salaire. C'est même un homme qui est malade puisqu'il a du diabète, il est quasiment aveugle et il refuse même les soins d'un docteur dont il trouve les prestations, je dirais, trop chères pour la mairie de Vienne. Lueger est celui aussi qui a complètement révolutionné Vienne puisqu'il a tout aménagé pour la population la plus pauvre. Avec des bourses pour les étudiants les plus démunis, des centres de vacances pour aussi les étudiants. Il a fait construire des hôpitaux et il a refusé aussi l'implantation d'un trop grand nombre d'entreprises et il a privilégié donc des espaces verts. Véritablement, c'est un maire extrêmement moderne. Anti-maçon bien entendu, qui a mis donc la doctrine sociale de l'Église au cœur de sa politique et dans ce sens il a été soutenu par le pape Léon XIII. Voilà. Très bien, merci. Merci Laurent Glosy. Merci. Voilà. D'accord. Alors est-ce que les Illuminati existent encore? Il y a tout lieu de le penser, puisque on remarque que cette secte supramaçonnique génère, je dirais, toujours les mêmes noms. On retrouve les Rothschild, mais les plans qui étaient ceux de Weishaupt, c'est-à-dire, entre autres, la destruction des nations, la destruction de la famille, on voit que ce sont des plans et des dynasties qui existent encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ces noms et ces plans n'ont absolument pas disparu. On remarque aussi que Weishaupt Samedi prochain, le 13 septembre, à partir de 15h30, tu vas dédicacer tes ouvrages à la librairie française, notamment Illuminati de l'industrie rock à Walt Disney, Les arcanes du satanisme, qui est un best-seller, et Karl Lueger, le maire rebelle de la Vienne impériale. Alors tout d'abord, concernant le premier ouvrage, est-il vrai qu'il a fait l'objet d'une perquisition chez le traducteur? Oui, enfin, quand il est paru en Italie, donc, le traducteur c'est Paolo Baroni, qui est le directeur du centre San Giorgio. 3 jours après la parution du livre, effectivement, il a été perquisitionné. Et les exemplaires qu'il avait de la Révolution en France, il a été foudroyé, il est mort, et la police bavaroise s'est emparée des documents. Et à partir de là, les plans des Illuminati ont été découverts. Il y a eu aussi une perquisition à la suite de cela qui a été menée qui a été ordonnée par le prince de Bavière en 1785 toujours, notamment chez l'avocat de Weishaupt qui s'appelle von Zwack, où on a découvert donc des formules sataniques, etc., etc., et aussi des plans, des codes secrets, des liens avec d'autres princes qui servait effectivement cette cause supramaçonnique. Le dieu de la franc-maçonnerie, c'est Lucifer, ce que confirmera 100 ans après Pike en 1871 dans Morals and Dogma. Donc pour arriver à l'avènement de l'Antéchrist, ce que prévoient les Illuminati, c'est le renversement du trône et de l'autel, en France tout d'abord, en Europe et dans le monde entier. Donc c'est une révolution contre Dieu. Et ces plans ont été connus tout simplement parce que en 1785 précisément, le 10 juillet 1785, un prêtre défroqué, le père Lang, transportait des documents des Illuminati
des plans donc, où il était question et ont disparu dans les malles de la police. La police italienne. Ouais. Est-ce que tu peux nous définir ce que sont les Illuminati? Le terme Illuminati, c'est un terme latin qui désigne les Illuminés de Bavière, qui ont été créés le 1er mai, comme par hasard, le 1er mai 1776. Le chef des Illuminati, en apparence, c'est Weishaupt, mais qui est subventionné par Rothschild, un nom que l'on trouve encore à l'heure actuelle. C'est une dynastie qui n'a pas disparu. Le but des Illuminati, donc, c'est l'avènement de l'Antéchrist. Hein, c'est purement démoniaque, comme on le voit aussi dans l'écrit de Weishaupt en 1770, le Testament de Satan, où il explique très clairement que